Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Après Chambray et Sambre, place à quelques jours de repos pour les Dragons, mais le handball continue ailleurs avec les matchs de play-off de Ligue des Champions et pas mal d'autres actualités ça et là. Avec moi cette semaine, il y a Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut Mathieu, salut à tous. À côté de toi, Maxime de Handmess, la forme. Salut Mathieu, super en forme. Et forcément, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une invitée avec nous cette semaine. C'est sa première dans l'émission. Il s'agit de Nélia Goval. Comment ça va, Nélia ? Ça va, merci. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es ailière du centre de formation de Metz Handball. Tu évolues avec l'équipe de National 1, mais on t'a vu pas mal de fois cette saison avec les Dragons pour donner des coups de main quand il y avait des absences du côté de Chloé Vantini ou de Suzanne Vajoka notamment. On va évoquer tout ça avec toi dans cette émission. Vous connaissez la formule. On démarre avec l'actu. On peut sortir les confettis, puisque la semaine dernière, ils nous faisaient de la peine. Cette semaine, ils nous mettent en joie. Il s'agit du Sarrebourg-Moselle Sud Handball qui a mis fin à sa série de défaites avec une sortie remarquée du côté de Saintes. Il a fallu batailler jusque dans les derniers instants, mais le score final fait du bien. 20-27 à l'avantage des joueurs d'Ibrahima Dio. Mention spéciale aux 11 passes décisives de Marius Randrian-Tseno et aux 8 buts de Moussa Traoré. La prochaine étape en Pro League, c'est la réception de Cournon le 28 mars. Et je vous l'annonce déjà, ce sera en direct sur Moselle TV. C'est déjà pas mal, vous pouvez noter dans votre agenda. On a le petit rendez-vous qui va bien en espérant cette fois-ci, parce que la dernière fois on a dit qu'on allait porter chance, on n'avait pas trop réussi, en espérant une nouvelle victoire bien évidemment. Handball masculin toujours avec l'équipe de National 1 de Metz Handball qui a bien rebondi après sa défaite en Coupe de France. La réception de Cernay a été validée avec brio au fil d'un match au score fleuve, 44-35. Deuxième victoire consécutive dans la compétition en attendant de se déplacer à Torcy le 28 mars. Un nouveau match entre voisins au classement où il fera bon réussir à prendre des points. On reste en National 1, mais on passe chez les filles désormais. Dans le cadre d'un déplacement à Céris, les joueuses de Nina Canto ont réalisé une bonne opération, encore une, à la clé, une victoire 39-26 qui conforte la place de numéro 1 de la poule. Encore une fois, Nélia, ça continue de plutôt bien se passer pour vous en National 1. Oui, franchement, depuis la défaite du premier match, on a à cœur de toujours bien faire, de continuer de se battre et de se développer, quoi. On a à cœur de progresser, de montrer du beau jeu. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de montrer une bonne dynamique, quoi. On peut aussi regarder désormais sur les autres poules. Je ne sais pas si tu as jeté un œil, mais il y a une équipe dont on attendait de voir les résultats. C'est l'équipe de Saint-Junien-Rochechouart, qui était tout simplement la seule équipe invaincue de toutes les poules qui est tombée la semaine dernière. Ça relance la dynamique de la meilleure première de National 1 et ça en ouvre les portes pour peut-être jouer une nouvelle finale. Vous avez un œil sur ça du côté du Bien vestiaire ? sûr, on a à cœur de refaire cette finale parce que forcément on était un peu déçus de l'issue de cette finale l'année dernière, la saison dernière, et donc forcément on avait ce petit œil pour regarder le résultat de cette équipe, et forcément quand on a vu qu'elles avaient perdu, on était déjà extrêmement contentes, et maintenant on essaye de se remobiliser encore parce que c'est une chance. Faut pas se mentir, on s'est mis un couteau dans le dos, si je puis dire. Ouais, un petit handicap dès le début Oui, de saison voilà, avec la défaite à Yutz. exactement, en perdant contre Yutz. Et là, on a cette chance, donc on va essayer de la saisir et de travailler pour pouvoir participer à cette finale, quoi. Ouais, puis on ne va pas trop se projeter non plus et trop regarder sur les Bien autres sûr. poules parce que dès ce week-end, il y a un gros match, c'est le match contre Noisy-le-Grand. Celui-là, vous l'attendiez aussi. C'est première contre deuxième de la poule et ça va faire des étincelles. Il y a pas mal d'anciennes pros aussi du côté de Noisy, notamment Astrid Ngouan, qu'on a bien connu ici en Moselle. Prête pour ce match aussi ? Bien sûr, on est prête. Ça va être un gros match, ça va être énorme et on a hâte de le jouer. Bon, c'est un gros défi en vue, mais il y a aussi un autre gros défi qu'on se fixe chaque semaine, c'est de regarder du côté des réseaux. Et ce vrai défi, on le confie à Émeric Guillaume. Regardez. Bonjour tout le monde. Ah là là, l'actu sur les réseaux, c'est quelque chose, hein. Piou. Non mais attends, mais c'est pas crédible ton truc. C'est quoi le rapport avec l'ambiance animée, le hand là ? En plus le personnage c'est une femme, ça colle pas. Non, mais fais ce que je te dis. Les jeunes adorent ça, tu vas voir. Bon. Et cette semaine dans l'actu, on a le récit du transfert de Grace Zahadi par Grace Zahadi dans le rôle de Grace Zahadi. Moi aussi j'ai besoin de déménager. Par contre j'ai pas de plante, juste plein de CD. Pendant ce temps, en Allemagne, Alina Greichel avait un petit problème de boisson gazeuse. Du côté de chez Laura Flip, moins de bulles, ça continue de bosser dur pour se rapprocher d'un retour. Du côté de Strasbourg, on note l'arrivée de l'ancienne responsable de la formation de Metz Handball, Yacine Messaoudi, à la tête du bateau pirate.
Et en parlant des pirates, il faudra combler les trous dans la grand voile. Regardez-moi ce lob sur 7 mètres signé Claire Costner. Vous avez déjà vu un Emmanuel Augustine abandonné ? Eh ben c'est de famille. Maximum de respect pour toutes les mamans qui jouent en Coupe de Martinique. Bon après on en connaît qu'une. Cette semaine c'était aussi l'anniversaire de Thierry Axner, alors après un petit match à Sambre, place au gâteau. Et une dégustation qui a marqué le début de quelques jours de repos, Léna Granvaux est partie visiter les châteaux de la Loire. Attendez, j'ai jamais dit que j'étais bon en géographie hein. C'est tout pour cette semaine, moi je continue mon voyage en métro. Bisous Mathieu, Maxime, Rémi et surtout Nelia. Bonne émission et yoroshiku negai shimasu comme on dit chez moi. Wakarimashita Emriku. On peut terminer cette séquence d'actu avec... Va falloir l'aider un peu, Emmerich, là. Pourquoi ? Ah, ça va mal. Ouais. Ça va très mal. C'est un peu de ma faute. C'est la faute du FCMS, je pense. Oui, le FCMS, puis la mienne aussi. Hein. Je prends ma responsabilité dans tout ce qui se passe dans cette séquence. On va conclure notre séquence d'actu avec un mot de ce qui se passe au Brest-Bretagne Handball. Le club a annoncé la grossesse de Paoletta Fopa, félicitations d'ailleurs, et donc son indisponibilité pour plusieurs mois, forcément. Je me suis un peu creusé la tête pour savoir qui pourrait prendre le poste de joker parmi les joueuses de calibre de Champions League. D'ailleurs, Maxime, je pense que toi aussi, hein, tu connais un peu les joueuses à dispo, etc. On rappelle ton outil pour aller chercher les transferts. Mais j'étais loin de la réalité. Celle-là, on l'avait sur aucune liste puisque c'est Yvette Bror qui a été engagée dans le Finistère. Maxime, justement, qu'est-ce que tu penses de ce recrutement d'Yvette Bror ? Elle était à la retraite depuis 2 ans. C'est un comeback. Mais déjà, on la connaît bien ici à Metz. Hein, elle a fait quand même quelques saisons de 2011 à 2014. Puis elle est revenue de 2020 à 2021 en tant que joker médical, il me semble. Oui. Et elle était aussi en pause, si je ne me trompe pas. Oui, elle avait fait un arrêt dans sa carrière après sa période à Győr. Elle avait fait une sorte de burn-out. Elle avait voulu prendre du recul sur sa carrière et elle était revenue à Metz Handball ensuite. Et c'est pas la seule joueuse aussi dont c'était le cas. On a eu aussi le cas avec Luciano qui a fait les joies des arènes aussi. Ceci dit, après un long départ comme ça, je pense que ça va être assez compliqué. Hein. Va falloir voir si elle est prête finalement. Elle l'a dit elle-même, justement, elle n'est pas forcément prête. C'est ça qui est surprenant. Elle s'est engagée, elle l'a dit, pour rendre service à Raphaël Tervel, qui l'a appelé, elle était tranquille dans son canapé, et puis un coup de fil, et on lui a dit « Tu veux pas venir nous donner un coup de main en Bretagne ?» Bon, et elle a dit « Ok », mais par contre, même si elle continuait à avoir une forme physique, elle va encore avoir un peu besoin de travail avant d'être au niveau, et quand on sait qu'il y a des grosses échéances, Rémi, pour Brest, c'est peut-être un choix un peu spécial. Alors, les qualités et le potentiel de ces joueuses, on les connaît, et puisqu'on les a vues, on a vu cette joueuse incroyable s'exprimer à Metz, progresser à Metz, puisque c'est à Metz qu'elle est devenue de la jeune espoir néerlandaise à une joueuse de calibre mondial. Donc tout ça on connaît, mais on connaît aussi quelque chose à Metz, c'est que malgré tout le bonheur que peuvent avoir des grossesses pour des joueuses, quand tout va bien dans une saison et que tu as des joueuses de calibre qui ne sont pas là dans les échéances finales, ça peut te faire très mal. On ne connaîtra jamais le résultat de Metz Handball Final Four avec Laura Flipp et Chloé Valentini, mais on sait que l'une et l'autre n'ont soit pas été remplacées, soit pas été assez bien remplacées. Je veux dire que Laura Flipp n'a pas trouvé de solution, donc elle n'a pas été remplacée, et Chloé Valentini a été remplacée par Nadine Schotzel. Elle n'a pas apporté, en tout cas, comme aurait certainement... On attendait un peu son expérience, justement, voilà. Elle qui avait déjà gagné, et ça n'a pas pris. Et on a Xenia Smith qui annonce un exceptionnel événement. Et l'apport de Grace Zadi, je pense, est incontestable. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de période d'adaptation, parce qu'on sait qu'elle est compétitive, parce qu'on sait qu'elle est habituée au contexte mosellan. Donc elle coche toutes les cases. Là, Brest perd un élément ultra important, Paoletta Fopa, dans une saison où tout fonctionne plutôt pas mal pour elle quand même. La saison de Brest, elle est quand même remarquable. Le seul petit caillou dans la godasse, c'est la Coupe de France. Et on s'en félicite. Mais au-delà de ça, c'est un très bon collectif. Et dans ce collectif-là, Paoletta Fopa a quand même une importance énorme. Donc la remplacer par une joueuse aussi talentueuse soit-elle, qui n'a pas joué au handball de très haut niveau depuis autant de temps, voilà, je suis sceptique. Après, le retour d'Yvette Bror à Metz, après une pause également, alors elle avait 5 ans de moins, avait été plutôt positif, mais parce que c'est une joueuse... Avant tout, c'est une athlète de très haut niveau, c'est une vraie sportive, une vraie professionnelle. Donc tout ce qui est hygiène de vie, rythme, on n'a pas... Oui, elle n'a pas lâché pour autant. On n'a pas de doute, on sait que c'est une jeune femme qui va venir avec une bonne mentalité, avec une bonne hygiène de vie, tout ça. Mais alors, il va falloir s'intégrer au collectif. Pour les échéances à court terme, ça va être compliqué. Après, peut-être que si elle doit amorcer la saison prochaine avec une bonne préparation, ce sera une joueuse de valeur pour le collectif de Brest.
Mais là, je suis un peu plus sceptique s'il fallait trouver une solution à court terme pour remplacer l'importance de Foppa. Et puis cette dernière saison qu'elle avait joué au TSM et à Győr, c'était pas la joueuse la plus importante de l'effectif non plus. Donc là, elle arrive aussi avec c'est pas seulement 2 années où elle était en retraite, c'est aussi les années précédentes où elle était déjà beaucoup moins utilisée. Donc il ne faudra pas compter sur elle pour jouer des 40-45 minutes. Après, il y a Ondono. Enfin, je veux dire, c'est un poste où il y a quand même quelqu'un d'envergure à Brest. Oui. Et il y a une jeune joueuse du centre de formation qui a été appelée aussi. Voilà, et si c'est vrai s'il s'agit d'avoir une joueuse qui comprend très bien le handball dans la rotation, bon, Yvette Broche, elle peut rendre quand même de gros services. Oui, il y a une question. Nélia, tu es née en quelle année ? 2005. Et Yvette Broche commençait sa carrière en 2006. Donc forcément, ça dit quelque chose aussi un petit peu sur l'expérience. Tu commençais à marcher, elle était sur les terrains de handball aux Pays-Bas. Donc bon, on va suivre forcément ce que ça va dire. Elle n'est pas tout à fait au top de sa forme encore. On va voir comment ça évolue. Il y a des grosses échéances, on l'a dit, pour le BBH. Comme pour Metz Handball d'ailleurs. Et justement, on va revenir à Metz Handball. Revenons à nos moutons. On a 2 matchs à débriefer. La réception de Chambray le week-end dernier et le déplacement à Sambre ce mercredi. On fait ça dans le récap. Nous sommes entrés dans la période de la saison où le calendrier est totalement décousu. Retour de trêve internationale, 2 matchs, puis plus de compétition pendant 2 semaines. Il faut tenir le rythme et ça n'a pas forcément été une évidence pour les Dragons. Les 2 matchs de la semaine ont été très différents, Maxime. Entre Chambray et Sambre, on a vu des choses aléatoires, on va dire. Oui, si je mets un peu de contexte, donc malheureusement, on n'a pas pu voir Grace Zadie aux arènes face à Chambray. On aurait bien voulu, mais bon, elle venait à peine d'arriver avec ses cartons. On l'a vu sur le déménagement avec sa plante à placer, etc. Dur. Chambray se rend du coup avec 4 joueuses de la N1, sans élire droite pro, ouais. et sans Eva Jarry aussi qui est blessée. On s'attendait à un match solide vis-à-vis de ce que Metz avait fourni en début de saison. Pour rappel, 40-24 quand même pour Metz. Une grosse victoire, c'était tout au début de la saison. Je crois que c'était le premier match de championnat même. Oui, effectivement. Ouais. Et on a eu un début un petit peu compliqué. Je crois que le premier arrêt était à 5 minutes du début. Ceci dit, le match s'est plutôt bien passé, on va dire, pour Metz. Metz n'a jamais été inquiété réellement. Elles auraient pu très bien tuer le match à un moment parce qu'il y avait plus 7 en deuxième mi-temps. Ouais. Mais ça a été vraiment un match en dents de scie, en fait. C'est peut-être ça justement le problème, c'est le fait de ne pas avoir réussi à tuer le match quand il y a eu l'opportunité de le faire. C'est ça qui a créé, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi, il y a eu pas mal de frustration. On a vu dans les prises de parole, que ce soit Emmanuel Meunade ou les joueuses, de la frustration par rapport à ce match. C'est une victoire qui ne fait pas plaisir, mais c'est une victoire quand même. C'est bien résumé. Le résumé, Rémi, on en a déjà connu des victoires comme celle-ci, des victoires insatisfaisantes. On les oublie avec le temps, mais c'est vrai que sur le moment, ça ne fait pas du bien, quoi. Non, mais le piège est évité. Et il est vrai que quand tu joues un adversaire du championnat de France, c'est que la meilleure joueuse de ton équipe, c'est ta gardienne. Tu te poses des questions. Disons que cette victoire, tout le monde à Metz Handball aurait voulu qu'elle soit un peu plus facile, un peu plus confortable. Mais il y a quelque chose de très trompeur. Et moi, j'avais été très surpris en début de championnat. Je l'avais même dit sur ce plateau. Je ne comprenais pas l'écart entre Metz et Chambray sur le match aller. Chambray qui était annoncé quand même pour être une des 2-3 équipes, voire l'équipe qui, après Brest, Metz est censé être un petit peu si tu dois tomber dans un piège, tu vas plus facilement tomber dans celui de Chambray que celui de Sambre. Et on n'avait pas vu ça du tout au match aller. C'est un peu ce que j'ai vu quand même là, lors de ce match retour. Donc, cela dit, il n'y a pas de péril. Enfin, on sort pas de ce match avec une inquiétude extrême parce que la série d'avant la trêve internationale avait vu Metz remporter des mano à mano contre des équipes largement supérieures avec brio. Le prime, c'était cette victoire en Coupe de France contre Brest. Ouais. C'est pas un accident parce qu'il n'y a pas de défaite. Et il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a un adversaire. Et l'adversaire, et même s'il arrive effectivement avec quelques absentes, c'est l'adversaire qui est aujourd'hui 3e du championnat de France. Donc voilà, il vient aussi avec l'ambition de titiller Metz Handball, à Metz Handball qui menait 3 buts à la mi-temps. Et je pense que la frustration a été de devoir jouer ce match à fond jusqu'au bout parce que tu aurais voulu effectivement garder ces 7, 8, 9, 10 buts d'avance et puis te rendre la tâche plus facile, ce que tu as l'habitude de te faire. Bon, on n'avait pas vu le rouleau compresseur une fois, c'est pas grave, on a vu une belle pelleteuse. Enfin, vous voyez, l'image est belle. Non, mais ce qui aurait été dramatique, c'est de tomber dans le piège parce que le droit à l'erreur, il est réduit à 0 maintenant à Metz. Tu as perdu une fois contre Brest, tu ne peux plus perdre contre personne. Et tu te dois de renverser Brest avec une différence de but qui ne va pas être facile à combler. Donc voilà, la petite crainte, elle a été celle-là. Mais bon, c'est évacué, et puis on a vu l'autorité de Metz Handball lors de ce match en milieu de semaine.
Elia, toi, tu es au tout début de ta carrière encore, tu l'as intégré, ce concept un peu de victoire frustrante, ou est-ce qu'une victoire, après tout, c'est quand même une victoire, c'est quand même pas mal? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Une victoire, elle peut être frustrante parce que forcément, des fois, on joue contre des équipes, surtout quand on est Metz Handball, qu'on a le palmarès qui est le nôtre. Forcément, on est plus amené à gagner de nombreux matchs, mais c'est important de mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner et finir le match en n'étant pas frustré. Et là, je pense que c'était le cas pour elle et du coup, c'est un peu dommage. Et donc, voilà. Ouais, toi, de ton côté, tu as pu faire le match suivant. Tu as fait le déplacement avec les Dragons jusqu'à Maubeuge pour jouer contre Sambre. Alors, match non diffusé, match un petit peu loin. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, comment est-ce que tu as senti le groupe après ce match contre Chambray et la volonté peut-être d'aller un peu de l'avant? Et puis globalement, comment s'est passée la rencontre? Alors, je pense qu'elles avaient à cœur de se remobiliser après le match de Chambray. Voilà, comme on l'a dit, c'était un match assez frustrant. Et donc, il fallait montrer du beau jeu, ne serait-ce que pour nous. Et donc c'est chose qui a été faite. On a gagné avec une différence de 27 buts, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je pense on était assez appliqués, que ce soit en défense ou en attaque. On a essayé de mettre justement les ingrédients qu'il fallait, défendre dur, monter les ballons, courir, ce qui fait un peu l'ADN de Metz Handball finalement. Et donc, du coup, je pense que c'est ce qui a fait le score à la fin, quoi. L'avance au score, elle t'a permis aussi d'avoir un peu de temps de jeu. Tu as marqué un but, tu as touché un poteau, il me semble aussi, sur le deuxième tir. Comment tu t'es senti dans cette rencontre? Franchement, je me suis sentie super bien. J'étais un peu moins stressée que les autres fois, mais parce que moi, j'avais aussi à cœur de bien défendre, de prendre du plaisir aussi, parce que c'est vrai que jouer en étant stressé, c'est un peu compliqué, quoi. Ça peut enlever une partie du niveau quand même. C'est ça, exactement. Et du coup, j'avais à cœur de bien défendre, d'exister sur montée de balle et contre-attaque. J'ai eu une balle en contre-attaque, voilà, donc je suis assez contente pour ça. Et oui, je suis assez contente d'avoir pu avoir du temps de jeu. Et donc voilà. Maxime, ce match, c'est aussi l'occasion de voir, pour ceux qui ont fait le déplacement, Grazadi à nouveau en jaune et bleu. On a entendu Rémi en dire quelques mots juste avant, mais toi, qu'est-ce que tu penses du retour de cette joueuse à Metz Handball? Alors, pour un peu de contexte, contre Sambre, elle a joué une bonne partie sur l'arrière droit et un petit peu en demi-centre en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on n'a pas pu voir le match, donc c'est bien d'avoir un petit peu, mais globalement sur la stature de la joueuse aussi. Ah oui, non, mais je pense qu'il n'y a rien à dire sur cette joueuse qui est exceptionnelle. Moi, j'ai cette image d'elle, d'une passeuse laser qui fait des passes absolument incroyables. Va falloir voir comment elle va évoluer dans le futur avec le club. Début assez calme à Sambre. On verra par la suite ce qu'il en sera. Très, très heureux du retour de Grasse, en tout cas. Ouais, mon informateur qui était du côté de Maubeuge a pu m'indiquer qu'elle a notamment livré une petite passe décisive à Manon Erard. Donc voilà, les passes laser sont toujours là, ça ne devrait pas poser de problème. Et effectivement, Grasse, avant d'être appelée par Metz Handball, elle n'était pas dans son canapé en train de vivre sa meilleure retraite. Donc forcément, elle a été efficace tout de suite et on aura plaisir en tout cas de la retrouver sur le terrain assez rapidement. Autre petite information sur le championnat de France, on parlait du fait que la troisième place allait se décanter assez rapidement parce qu'il y a plusieurs confrontations directes. Chambray a donné un élément de réponse mercredi puisque Chambray a battu la JDA Dijon, ce qui donne une bonne indication déjà. Et cette équipe bourguignonne, elle a perdu contre Strasbourg aussi lors du match précédent, donc la JDA est un peu en train de se décrocher de la troisième place. Ça rejoint ce que tu disais, Rémi, tout à l'heure sur le fait que Chambray, c'est une équipe qui a des ambitions et qui va continuer à essayer de jouer le top 3. Ouais, et la notion de pic de forme est hyper importante et que son pic de forme a l'air d'être maintenant et pas du tout en début de saison. C'est un peu l'inverse de Dijon qui décroche un peu. Donc, alors, c'est important, on regarde ça de loin dès l'instant où on ne tombe pas dans les pièges, bien évidemment. Mais on voit que dimanche dernier, le piège avait commencé à s'ouvrir. Fort heureusement, on a sauté assez loin. Ouais, la JDA Dijon qui a aussi, malgré ces 2 défaites, qui a toujours un quart de finale européen à jouer. Il y a une belle histoire à faire aussi. Donc il y a quelque chose à aller chercher pour cette équipe guidée par Clément Alcacer. Mais il faudra quand même penser à se reprendre en championnat parce que trop de défaites d'affilée, ça va faire plonger un peu tout et le projet peut être un peu fragilisé. Mais bon, ça on en reparlera et ça nous concerne peut-être un tout petit peu moins finalement ici. Je vous propose immédiatement de marquer un temps mort. Et ce temps mort, cette semaine, il concerne une conférence qu'a donnée Emmanuel Maillonade à différents partenaires mercredi. Je vous en trouve les portes. Il a pu donner quelques petits insides du fonctionnement de son équipe et de Metz Handball en général. Regardez.
Plus de 70 partenaires présents, un amphithéâtre, un entraîneur emblématique, il n'en fallait pas plus pour créer une belle rencontre en ce mercredi du mois de mars. Pendant près d'une heure, Emmanuel Mayonade a levé le voile sur son quotidien et celui de son staff à la tête des Dragons de Metz Handball. Ambition de fin de saison, gestion des grossesses, intégration de Grace Zahadi, dynamique de groupe et agenda, il n'y a eu en définitive aucun tabou au cours d'un temps de partage jugé important par l'entraîneur. C'est un rassemblement important, je pense. La plupart des partenaires présents sont affiliés aujourd'hui à Metz Handball, sans trahir d'énormes secrets non plus. Je pense que parfois, ça a du sens aussi de leur faire prendre la mesure de ce qui se passe en interne, de ce qui se passe réellement en interne, sur qu'est-ce qui motive nos choix, l'arrivée de Grace par exemple, comment est-ce qu'on la justifie en interne, auprès des filles aussi par exemple, et puis surtout l'exposition du calendrier, du rythme qui est le nôtre, des ambitions, des objectifs. Et je pense qu'effectivement, c'est tout à fait normal et légitimement assez naturel finalement que je me prête à ce jeu-là. Mais après, je le dis assez souvent, quels sont les secrets fondamentalement que l'on aimerait ne pas dévoiler? Il n'y en a pas, j'en ai assez peu. La plupart des gens ici nous voient jouer 2 fois par semaine, à domicile tout le temps, à l'extérieur parfois sur la télé. Donc parfois c'est aussi important, je crois, alors non pas de justifier des choix, mais en tout cas de les rendre plus factuels, de les imaginer, ne se trouvant pas comme ça de mon chapeau, mais s'appuyant sur des faits plus concrets. Donc voilà, ça restait pour moi quelque chose d'intéressant à partager avec eux ce matin. Cet événement a fait l'unanimité dans l'assistance, de quoi ravir les représentants de la Caisse d'épargne, hôte de la conférence et pour qui le handball fait partie du quotidien. Alors nous sommes vraiment ravis que Metz Handball ait choisi la Caisse d'épargne pour cette première, en l'occurrence cette rencontre avec les partenaires, pour plein de raisons. Tout d'abord, la Caisse d'épargne est depuis plus de 20 ans partenaire de Metz Handball. Deuxièmement, la Caisse d'épargne, c'est la banque du handball depuis une petite dizaine d'années et au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Nous sommes la banque du handball. Et enfin, c'est une grande fierté pour nous d'avoir un tel club sur notre territoire du Grand Est. Cet événement en invite naturellement d'autres, Metz Handball multiplie les rencontres cette saison, que cela soit auprès des partenaires ou du grand public, une belle manière d'entretenir l'esprit familial de la structure. C'est toujours intéressant de voir comment on peut entrouvrir le rideau sur ce qui se passe en coulisses du côté de Metz Handball. Alors voilà, je ne pouvais pas vous mettre l'intégralité de la conférence, etc. Mais Emmanuel Mayonade a évoqué pas mal de sujets différents et surtout face à des partenaires, là où habituellement c'est souvent des événements avec le public, les spectateurs. On a pu voir un entraînement ouvert, on a pu voir des temps de questions-réponses. Emmanuel Mayonade a participé à une conférence qui s'appelle Agora la semaine dernière aussi. Donc on multiplie les apparitions du côté de Metz Handball. On maintient aussi ce lien avec le public. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? Oui, moi je pense que Metz Handball a un bon client et un bon ambassadeur avec Manu Mayonade, et on peut parler en tant que journaliste, et aussi on peut dire à quel point, parce que c'est pas forcément évident, on couvre plusieurs sports, à quel point c'est appréciable d'avoir un interlocuteur qui répond toujours aux questions, qui essaye toujours de comprendre pourquoi on se les pose, qui les élude pas sur plein de sujets. Moi, ça fait, je couvre Metz Handball depuis bien avant que Manu Mayonade soit là. Donc, c'est dire si j'ai souvent conversé avec lui et au sortir de résultats qui n'étaient pas forcément positifs, on a en tout cas quelqu'un qui essaye toujours d'apporter des réponses, alors qu'il livre peut-être pas tous les secrets, mais évidemment qu'on va pas ouvrir la porte du vestiaire. Mais voilà, donc il le fait devant les partenaires, il le fait vis-à-vis du public. Et je dis ça parce que on pourrait avoir un personnage qui ne livre pas tout ça en se considérant comme un sachant, c'est-à-dire que ses résultats parlent pour lui. À quel point je vais venir vous expliquer à vous qui n'avez pas de diplôme de handball, que ce soit les partenaires, les journalistes, le public, vous dévoiler pourquoi je fais ça, pourquoi je prends telle décision. Lui, il le fait. Et il le fait de manière pédagogue, il ne nous prend jamais pour des imbéciles. Donc, c'est hyper appréciable au-delà des résultats sportifs. Voilà. Et donc, je profite de l'occasion de ce congrès, le fait qu'il ait mis sa plus belle chemise, on dirait qu'il sort d'une communion. Il sera ravi du commentaire. C'est le petit tacle après tant de pommade, mais pour dire que, pour nous en tout cas, médias, c'est hyper appréciable d'avoir des gens qui répondent aussi bien aux questions et aussi honnêtement. Voilà.
Nélia, j'imagine que tu le découvres un petit peu là, dans ton début de carrière, ce rapport aux partenaires aussi, le fait parfois avoir des obligations, avoir des moments d'échange avec eux, aller à leur rencontre après certains matchs. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté un petit peu méconnu finalement du boulot de handballeuse? Oui, en fait, c'est vraiment une partie que je maîtrise pas du tout, mais je pense que c'est En même temps, intéressant. ça s'apprend pas vraiment, ça se dit, je pense. C'est vrai. Je pense que c'est intéressant que ce soit pour les partenaires, même pour les fans du handball. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien savoir les insides, j'aimais bien regarder tous les reportages qui pouvaient exister. Donc, voir un coach aussi présent, aussi qui aime bien donner en fait aux autres ses recettes et tout ce qu'il peut avoir, c'est intéressant et moi, je trouve ça cool, quoi. Maxime, on va pas se mentir, soigner les partenaires, c'est très important aujourd'hui pour un club de handball. On peut le voir dans certains autres clubs qui peuvent être en difficulté, etc., qui dépendent de financement public et pas suffisamment de leurs partenaires. Metz Handball essaye d'équilibrer un petit peu tout ça. Là, il y en avait 70 dans l'assistance. C'est pas la totalité des partenaires de Metz Handball. Ça en dit long aussi sur l'importance que ça a d'avoir un vrai tissu autour du club. Il y a de l'importance pour tout, pour les supporters, parce que les supporters, c'est ceux qui vont voir les matchs. Ouais. Donc c'est important de créer du lien, de les faire revenir, qu'ils en parlent autour d'eux pour faire venir d'autres personnes. Pour les partenaires, c'est d'autant plus important puisque c'est eux qui financent en grande partie le club. C'est intéressant de voir que Manu arrive à gérer tout ça. Comme disait Rémi, c'est vrai qu'il est toujours agréable et on peut aller le voir, lui poser n'importe quelle question et il saura répondre. Peut-être un petit peu moins après une défaite au Final Four. C'est le moment le plus difficile, il ne faut pas trop lui poser les questions. Pas dans les 10 minutes qui suivent, mais moi je l'ai emmerdé, je veux dire le mot, un mois après le Final Four pour aller lui demander pourquoi on perdait tout le temps au Final Four. C'est vrai. Et ma première question c'est, est-ce que tu trouves que c'est ingrat de te demander pourquoi tu perds alors que tu gagnes tout le temps? Voilà, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 1 heure à discuter avec moi de ce fameux contexte Final Four. Donc elle est là, il y a des tas d'autres techniciens ou des tas d'autres sportifs qui ne vont pas s'éterniser sur une défaite. Alors bon, 10 minutes après le coup de sifflet final, c'est normal, on ne va pas aller l'emmerder avec ça. Mais voilà, c'est dire à quel point ce gars-là est ouvert quand on veut parler de handball et pas forcément de choses tout le temps positives. Et pas que de handball d'ailleurs, on peut lui parler aussi des Girondins de Bordeaux et il adore évoquer c'est moins agréable. Ce sujet-là. En tout cas, bon, on va laisser notre partie un peu partenariat et découverte des coulisses de Metz Handball de côté. On va retourner vers les terrains parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus, puisqu'il y a des matchs qui se jouent ce week-end, même si c'est pas pour Metz Handball. C'est parti. Et ça y est, ce week-end, c'est le retour de la Champions League, mais pas pour Metz Handball, comme on l'a dit. 8 équipes vont se disputer le premier round des playoffs. Celui qui nous intéresse le plus, c'est ce duel entre Dortmund et Ferencváros. Le match aller se joue à Dortmund et les deux équipes ont eu une rude semaine. Dortmund a arraché une victoire au buzzer face à Frischhauf. Ouais, je travaille mon allemand à la moindre occasion en ce moment. On a les images d'ailleurs d'un tir d'Alina Grischsels dans les derniers instants qui a libéré les festivités. On le revoit là avec cette passe. Et ce tir venu de nulle part qui vient permettre à Dortmund de l'emporter avec un peu de célébration forcément derrière, tandis que de leur côté, les joueuses de Budapest avaient rendez-vous avec Győr dans un classique du championnat hongrois et presque un classique du mondial désormais, qui s'est joué à la dernière minute avec ce tir de Kristina Jorgensen qui a donné un petit coup de main pour obtenir le résultat, mais il restait encore un petit peu de temps à jouer et derrière le FTC a eu l'occasion d'avoir un dernier tir qui s'est finalement conclu par une faute et un jet de 7 mètres pour sceller ce match nul entre les deux grands du championnat hongrois et aussi ces deux grandes équipes européennes. Alors est-ce que du côté des chroniqueurs, vous imaginez un match aussi serré entre les deux équipes ce week-end ou est-ce que ça va être un petit peu plus disparate? Non, clairement pas. Personnellement, je trouve que Dortmund, depuis le début de la saison, du moins en EHF, a une saison vraiment très compliquée. Contrairement à FTC qui a pu réaliser de beaux exploits, surtout en deuxième partie de phase de poule. De phase de poule, voilà. Notamment avec sa victoire face à Brest et face à Odense. Je pense que FTC a beaucoup plus d'armes aujourd'hui que Dortmund. Rémi, Frischhauf, c'est pas Győr, donc forcément on a tendance à penser qu'il y a un petit avantage FTC quand même. Ouais, je partage absolument ce qui vient d'être dit. Alors, ils doivent évidemment jouer ce match. Et quel que soit le vainqueur, je dis toujours que Metz Handball doit l'accueillir avec son statut, c'est-à-dire le statut de favori, avec ce fameux avantage de recevoir pour le match retour. Bien évidemment qu'on va le regarder ce match-là plus que les autres. Bien évidemment qu'on ne va pas jouer d'avance notre quart de finale puisqu'on l'a déjà fait et c'est un adversaire qu'on pourrait retrouver. Donc moi je suis toujours impressionné par FTC et je ne
je crois toujours à la théorie des pics de forme. Hein. Et je ne peux pas croire que cette équipe qui a récemment battu Brest, Odense, qui a battu 2 fois ICAST en Ligue des Champions, ne sera pas au rendez-vous de ce quart de finale face à un Dortmund. J'allais dire qu'il est déjà content d'être là. Je ne veux pas dire ça, mais pour eux, la performance d'être en quart de finale de Ligue des Champions est déjà le gage d'une saison réussie sur le plan européen. Parce qu'on voit que sur le plan domestique, ils galèrent. On voit bien que cette victoire hachée sur le buzzer, voilà, on n'est pas sur le calibre de Ferencváros ou de Győr. Donc, on va regarder ce match. On va pas espérer qu'une équipe l'emporte plus que l'autre, parce que quel que soit le quart de finale que nous aurons à jouer, il sera compliqué et il faudra remettre le rapport de force sur table. Après, évidemment que si demain tu me demandes si je préfère jouer Dortmund ou Ferencváros, il est évident qu'il y a plus de marge à affronter Dortmund. Ouais, justement, ces histoires de pics de forme dont tu parlais, on en a connu d'autres des équipes par le passé qui étaient comme ça, qui étaient programmées pour Vipers. être performantes. Vipers, c'était pas la même pendant équipe la série des 3. C'était pas la même équipe en septembre, et c'était les mêmes joueuses, mais c'était pas, elles n'étaient pas au même point physique, technique en septembre qu'elles ne l'étaient en mai ou en juin. Je me souviens d'ailleurs de Metz Handball qui avait battu à 2 reprises Vipers en cours de saison, et ça n'avait pas empêché Vipers d'aller chercher un titre derrière de Ligue des Champions. Donc forcément, ces étapes-là, elles sont à respecter aussi. Il faut que les équipes continuent de progresser au fil de la saison. Nélia, il y a une des 2 équipes contre qui tu as déjà joué cette saison, c'est Dortmund. Et d'ailleurs, tu avais marqué ton premier but en Ligue des Champions à l'occasion de cette rencontre-là. Qu'est-ce que c'est comme émotion de marquer un premier but en Ligue des Champions ? Franchement, c'est juste énorme. Franchement, on est juste trop contents. Après, on se remobilise vite parce que le match il continue. Quoi. Il ne s'arrête pas sur la célébration du but. Exactement. On marquait tout à la fin et on est tranquille. C'est très bien de marquer un but, mais si on fait 10 bêtises derrière, ça gâche tout. Quoi. Donc, oui, j'avais marqué, mais je me suis tout de suite reconcentrée pour essayer de rester sur une bonne dynamique et ne pas faire d'erreurs. Quoi. Et donc, c'est juste énorme, j'étais trop contente quand même. On sait qu'il y a des joueuses qui attendent ça pendant toute une carrière. Toi, tu n'avais pas encore signé ton premier contrat pro, que tu as eu l'opportunité de le faire, donc c'est forcément pas mal. Tu disais que tu consommais pas mal de handball, que tu regardais un petit peu tout ce qui se fait, etc. J'imagine que ces 2 équipes, la FTC et Dortmund, ça doit te parler, ça doit t'évoquer quelque chose dans le rapport de force. Oui, forcément, c'est des grandes équipes, surtout FTC quand même, sans négliger Dortmund, mais c'est des grandes équipes avec de grandes joueuses. Et donc c'est sûr que se présenter face à ces joueuses-là, c'est quand même assez impressionnant et on est juste super ravis d'être face à ces joueuses-là, quoi. Maxime, dans ce rapport de force, on l'a dit, il y a quand même un petit avantage pour Ferencváros, tout le monde le voit un petit peu venir. Je peux même le dire, Emmanuel Moyenad s'est laissé aller un petit peu à dire bon, il y a quand même une probabilité pour que ce soit Ferencváros déjà, et il se dit voilà, ce serait peut-être, si ça se produisait, une bonne occasion d'effacer ce mauvais souvenir d'il y a quelques années, justement ce match qu'on avait cru gagner bien avant l'heure et qui nous avait éliminés. Il trotte quand même encore dans toutes les têtes. Hein. Souvenir très douloureux, à chaque fois qu'on en reparle, c'est toujours aussi douloureux. Si Manu le dit déjà, il le dit à demi-mot, hein. Tu connais aussi le personnage, il ne va pas non plus... Bien sûr, mais il n'a pas... C'est pas dans son habitude de s'avancer sur des résultats de match. Oui, après, ceci dit, effectivement, si c'est FTC qui parvient en quart de finale, on va espérer que ça ne soit pas le même scénario que la dernière fois. Soit c'est l'occasion de corriger un cauchemar, enfin corriger, on ne le corrigera jamais, mais en tout cas de mettre du positif sur un cauchemar, soit c'est l'occasion de le conforter, donc forcément ça trottera encore un petit peu, en tout cas probablement dans les têtes de celles qui l'ont vécu. J'espère pas, moi je suis contre votre discours. Lorsqu'on va prendre le ballon pour le coup d'envoi de ce match, on ne va pas se battre contre des ombres ou contre des souvenirs, on va se battre contre un collectif qui a les armes pour C'est pour ça que j'évoque le fait que, pour nous battre. Quelles sont les joueuses qui ont vécu cet événement-là et quelles sont les joueuses qui ne l'ont pas vécu? Il y en a quand même beaucoup qui ne l'ont pas vécu. Et des saisons sont passées entre-temps. Bien sûr. Je veux dire, il y a eu d'autres qualifications pour le Final Four, il y a eu d'autres quarts de finale qui ont été mieux négociés au match retour. Sinon, si on fait une finale de Coupe européenne, on va repasser à Holstebro en 2014. On peut. Hein. On peut, non mais enfin, il y avait Yvette Brock d'ailleurs. C'est vrai, elle était présente. Et Louise Burgard de l'autre côté. Mais voilà, moi j'aime pas parce que ça entretient une sorte de psychose par rapport à cet adversaire qu'on a joué dans En fait, on joue tout le temps les mêmes adversaires dans cette compétition. Donc ça tourne et grosso modo, on va recroiser Győr, on va recroiser le CSM, on va recroiser Brest. Et à chaque fois, on ne doit pas être traumatisé par la dernière défaite parce que sinon, on va tout le temps avoir peur. Oui. Et Metz Handball, elle est largement assez de moyens pour regarder Ferencváros largement dans les yeux. Et au regard de ce qu'on a vu de cette saison, le rapport de force n'est certes pas infiniment supérieur pour Metz.
mais il ne doit pas être réduit par cette histoire de quart de finale. Enfin, j'ai pas envie qu'il le soit. On ne se bat pas contre des souvenirs. À défaut d'être dans la tête des joueuses, ce sera forcément dans la tête des supporters aussi. On peut s'attendre quand même, si ce match vient à se concrétiser, à ce que ça soit aussi dans la tête des supporters. Ne me faites pas de haie d'honneur s'il y a plus 5 après le match. C'est tout ce que je remets. On est bien d'accord. on est bien d'accord On la là-dessus. fera après, une fois qu'on sera qualifié. En tout cas, on va regarder avec passion ce match entre Dortmund et le FTC qui va se jouer ce week-end, avant le match retour forcément la semaine prochaine. On est tranquille dans le canapé du côté de Metz Handball pour observer ce 8e de finale. Et ça, déjà, c'est une vraie victoire dans la saison, même si on l'a dit, le calendrier est un petit peu décousu actuellement, mais c'est aussi parce que Metz Handball s'est offert ce luxe de passer directement en quart de finale. Et donc ça, on va quand même le savourer. Ça permettra peut-être d'avoir des joueuses en pleine forme au moment le plus important. Rémi, on revient sur les pics de forme notamment. Important. En tout cas, pour le moment, on va passer au jet de 7 mètres. Et Nélia, je te vois te redresser sur la chaise. Tu sais que c'est ton moment, c'est le moment où on va te poser pas mal de questions. Et forcément, moi, j'ai envie de démarrer avec une actualité qui est encore assez chaude pour toi, puisqu'on a appris récemment que tu t'étais engagé avec Toulon pour ton premier contrat pro la saison prochaine. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que ça fait de, ça y est, avoir mis ton nom en bas d'un contrat pour devenir professionnel du handball ? Forcément, je suis contente. C'était pas facile, dans le sens où on passe 3 ans à Metz et signer son contrat pro, c'est quand même l'objectif ultime. Et donc, pour ça, je suis vraiment très reconnaissante et très ravie de signer à Toulon, quand même. On sait qu'il n'y a pas de place forcément pour tout le monde dans l'effectif des Dragons, que passer au centre de formation de Metz Handball, ce n'est pas forcément une garantie derrière de venir avec elle. Et parfois même certaines signes, je pense à Claire Costin l'année dernière, et qui sont prêtées ensuite pour prendre de l'expérience. Toi, tu rebondis directement sur un club de première division. C'est pas anodin. Toulon, c'est un club qui est en première division depuis très 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 longtemps. Je crois que c'est le recordman avec Metz Handball de ce sujet-là. Donc c'est aussi une garantie d'aller sur un club qui a des ambitions malgré les petits tumultes dernièrement. Ah oui, c'est sûr. Faut toujours viser, on va dire, un peu plus loin, même si c'est sûr que j'ai pas été appelée à signer avec Metz, mais je rebondis à Toulon et c'est quand même une bonne chose de pouvoir signer en D1. J'aurais pu signer ailleurs et Toulon, c'est une très bonne chose. C'est un très bon club, comme tu as dit, qui a de l'expérience et j'espère apprendre beaucoup aussi là-bas, comme j'ai appris beaucoup à Metz. D'ailleurs, Maxime, tu me disais avant l'émission qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Toulon, a priori, sur la situation financière et la stabilité du club. Ouais, effectivement, rappelons-le, dans le contexte, Toulon est endetté à hauteur de 400 000 € en début de saison. Et a été frappé d'une pénalité de 5 points en LBE. C'est une équipe qui jouait le haut de tableau avant d'avoir cette pénalité. C'est difficile qu'elle soit révélée au grand jour, on va dire. Oui, et alors, bonne nouvelle, un plan de sauvetage a été acté et il repose sur l'appui des collectivités et de 2 partenaires privés solides. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à voir par la suite. Je crois aussi qu'il y a eu des changements au niveau du siège, etc. et qu'ils ont recruté une personne... pour donner un coup de main là-dessus, pour travailler sur ces dossiers-là. Ouais. Aujourd'hui, Toulon est 7e du classement. Les sudistes proposent un recrutement fort, je trouve, pour la prochaine saison. C'est vrai qu'il y a eu des annonces. Les annonces, là, elles se sont succédées pour Toulon. Ça va à un petit rythme quand même. On peut notamment parler de Daphné Gauchi, qui est passée par Metz, la Danoise Maja Iberg-Jørgensen, la gardienne de plan de cul Andrea Novellan et Marie Prouvencier aussi de Paris 92. Et une certaine Laura Canor. Voilà, j'allais y venir, j'ai cru que tu allais l'oublier. Elle a oublié la principale. Mais non, effectivement. Parce que justement, avec Nélia, on a appris aujourd'hui que Clémentine Rival ne ferait plus partie de l'effectif. Ouais. Et donc, il y aurait 3 ailières gauche au poste. Il semblerait se battre, Nélia, attention. Il semblerait que Laura Canor jouerait au poste d'arrière. C'est vrai qu'on avait cru à une typo, on avait cru qu'il y avait une petite erreur dans l'annonce du poste de Laura Canor il y a quelques semaines. Et en fait, effectivement, elle devrait jouer sur la base arrière. Petite reconversion à ce poste-là. Rémi, ça te surprend, toi, ce changement de poste pour Laura ? Oui, parce que je la voyais arriver dans un club où, pour une fois, elle aurait pu être l'incontestable et incontesté numéro 1 à ce poste d'ailière. Mais je suis certain qu'elle a les qualités athlétiques, elle les a, techniques. Quelqu'un de sa famille qui s'exprime plutôt bien sur ce poste-là. Donc je pense qu'elle connaît ce poste-là. Et je peux avoir une petite question. Oui, bien sûr. Je pose souvent la question jusqu'à quel point on est accompagné dans ses choix de carrière quand on est en centre de formation. Bien évidemment, la voie royale, c'est de signer à Metz, mais il ne s'agit absolument pas d'un échec de ne pas signer à Metz. On voit Daphné Gauchi qui arrive à Toulon. Enfin,
Il y a des joueuses de on en a Metz Handball parlé, à peu près dans il y a tous les clubs il y a des joueuses qui ont été formées passés à par Metz Metz Handball Handball qui à peu deviennent partout. professionnelles, et c'est bien là le principal. Comment tu as accompagné pour faire ce choix? Est-ce que tu l'es? Est-ce que Nina Canto, par exemple, te conseille sur ces choix-là? Est-ce que l'encadrement du club va avec toi jusqu'à la signature du contrat, presque, même si c'est dans un autre club du championnat de France? Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment accompagnée par Nina. Elle est adorable. Et avec tout le monde, elle nous lâche pas jusqu'à la fin, quoi. Elle m'a accompagnée. J'étais stressée au début à l'idée de ne pas trouver de club, quand même. C'est quelque chose que je ne vais pas cacher. Mais jusqu'au bout, elle m'a dit, mais tiens bon, il faut juste travailler dur, rester patiente, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'être patiente, de toujours m'entraîner dur, de toujours en vouloir plus, quoi. Et dans ce cas de figure-là, elle nous accompagne du début jusqu'à la fin, avec essayer de parler avec les clubs, etc., de transmettre des CV, on va dire, en balistique, quoi. Enfin, elle nous accompagne, quoi. Ouais, pour avoir pu discuter avec elle, elle travaille un peu la vidéo, elle fait vos petits highlights, etc. Ça bosse dur en coulisses pour vous faire des beaux CV, faire en sorte que les clubs soient intéressés par vos profils, c'est hyper important. Et ça aussi fait partie, elle l'avait exprimé un petit peu quand elle était sur ce plateau, du job de responsable de formation, c'est d'accompagner jusqu'au bout. Et même si vous ne signez pas à Metz Handball, son but c'est de toutes vous trouver des points de chute et de faire en sorte que vous passiez soit de professionnel, soit en tout cas dans un club qui vous permettra d'évoluer. C'est ce que fait Metz Handball plutôt bien, puisque même en D2, quand on regarde un peu les effectifs, on retrouve des joueuses à droite à gauche. Donc voilà. Maxime, une question pour Nélia. Oui, donc tu es actuellement quatrième excusez-moi. Tu peux recommencer ta phrase, vas-y. Quatrième meilleure marqueuse de Metz avec 54 buts en 13 matchs. Je prends toujours les statistiques, on le sait bien. C'était pour le contexte. Et ça fait maintenant 3 ans, c'est ça, que tu es au centre de formation. Quelle est la leçon la plus importante sur ou en dehors du terrain que tu retiendras de tes années ici? Pour moi, c'est le travail, comme j'ai dit, ça, c'est vraiment le mot que je ne vais pas lâcher, travail, résilience. Parce que sans travail, on ne va nulle part, vraiment. On peut se dire, oui, on est à Metz, allez, on peut se reposer, de toute façon, on est dans le meilleur club. Non, c'est pas du tout comme ça. Aussi vite on peut monter comme aussi vite on peut redescendre. Et donc, c'est ça le plus important, c'est de travailler dur pour pouvoir toujours progresser. Et même si aujourd'hui, nous, on continue de travailler, les autres, ils se reposent un peu, forcément, nous, on progresse et il y en a qui stagnent, quoi. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut toujours travailler dur, quoi. Et comment tu gères l'impatience un petit peu? Parce que tu es dans un stade de ta carrière cette saison où, typiquement, tu es à moitié une joueuse du centre de formation, à moitié une joueuse qui est affectée au groupe professionnel. Tu goûtes à la Ligue des Champions, à l'ambiance, à marquer un but. Et après, tu vas regoûter à un gymnase qui est peut-être un peu moins glamour dans une autre partie de la France. Comment on gère un petit peu ce passage du plus beau niveau international de handball au retour à la formation, qui n'est pas le bagne, mais quand on a goûté à l'un, on a envie d'y regoûter tout le temps. Comment gérer un petit peu ce passage-là? Franchement, moi, ce qui est pour moi le plus dur, c'est redescendre, mais dans le sens où on a envie de montrer aux autres qu'on a appris beaucoup de choses quand on est passé avec l'équipe professionnelle. On a envie de montrer que on est performante, qu'on a envie d'apporter encore plus à l'équipe, de prendre plus de responsabilités. Et des fois, ça peut être l'erreur aussi de vouloir trop en faire. Juste, il faut rester soi-même et continuer dans la lancée, quoi, de se servir de ce qu'on a appris, de le mettre pour le collectif, quoi. Et ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. La balance, elle est compliquée dans le sens où on veut toujours bien faire, en fait. Et parfois, on peut se brûler les ailes, comme on peut dire, dans le sens où, à trop vouloir en faire, ça le fait pas trop, quoi. On parlait des leçons, ou en tout cas des expériences dont tu peux te nourrir. L'année dernière, on l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, il y a eu la finale de National 1 qui a été perdue malheureusement par Metz Handball après une saison parfaite. Qu'est-ce qu'on garde aussi de ces échéances-là? Une défaite en finale, ça apprend aussi beaucoup de leçons finalement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est le plus important, c'est de tirer des leçons. Forcément, c'était très dur parce qu'on était invaincus, c'était la saison parfaite, on peut le dire. Malheureusement, on a perdu en finale. Mais quelle leçon on peut en tirer? C'est qu'il faut jusqu'au bout, en fait. Même si on a une saison parfaite, on peut perdre à la finale. Et la finale, quand même, c'est quelque chose de beau, c'est le titre ultime, quoi, de ce qu'on vient chercher. Et donc, faut pas lâcher. Je pense pas qu'on ait baissé en intensité ou au moment de la finale, mais je pense que ça doit nous servir pour nous dire attention, peut-être que là, si on a la chance de rejouer cette finale, il faut redoubler d'efforts encore et voilà.
Il faut se roder au grand rendez-vous. On parlait tout à l'heure de Exactement. Metz Handball qui a joué des Final Four et qui n'a pas réussi forcément à passer le cap. Et bien, dans une certaine mesure, une finale de N1, c'est aussi une grosse échéance qu'il faut savoir maîtriser. Et on peut te souhaiter aussi de jouer d'autres finales dans ta carrière à un moment ou à un autre. Messieurs, une autre question pour Nélia. Moi, Mathieu, tu en as parlé tout à l'heure. Je voulais savoir à quel point on peut être passionné de handball quand on est tout le temps immergé dans le handball. Je veux dire que tu respires handball 24 heures sur 24. Tu es à un stade de ta carrière où il faut faire tes preuves, il faut te faire repérer. Et ça tombe bien puisque tu as signé ton contrat pro. Est-ce qu'on arrive encore à bouffer du handball à la télé, à regarder les matchs de Ligue des Champions, à regarder les équipes de France masculines ou féminines? Ou est-ce que, à un moment donné, laissez-moi tranquille? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime trop regarder les matchs de hand. C'est l'une des meilleures choses pour apprendre aussi des autres, parce que forcément, on regarde les professionnels, comment elles font. Moi, j'ai la chance à mon poste d'être avec Chloé et Suzanne, qui sont quand même d'excellentes joueuses, quoi. Donc, si je peux tirer un peu de leur qualité, en apprendre, essayer de voir comment elles font et de répéter un peu ce qu'elles font, quoi. C'est une bonne chose. Donc pour moi, il faut toujours regarder les matchs à la télé, s'inspirer. Et tu regardes spécifiquement les ailiers à chaque fois? Je regarde tout le monde, mais Ouais. c'est vrai que je m'attarde beaucoup sur les ailiers et ce qu'elles font, parce que c'est là que je peux le plus apprendre, quoi. On a parlé de ta carrière justement qui débute et qui va démarrer avec Toulon, etc. Est-ce que tu as des objectifs ou en tout cas des rêves que tu as envie d'accomplir dans le handball maintenant que tu as franchi cette première étape de signer le contrat? Maintenant que j'ai goûté à la Ligue des Champions et surtout qu'on est parti avec les filles aller voir le Final Four, franchement, L'année dernière avec l'équipe de N1, vous aviez pu Exactement. aller voir le Final Four. Voilà, c'était un moment incroyable et dès que j'ai mis le pied dans ça, je me suis dit, faut trop que je sois sur le terrain, quoi. C'est un moment incroyable à vivre et je pense que pour toute joueuse, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le meilleur du handball, en fait. Entre ça et l'équipe de France aussi, c'est des choses qui font rêver forcément et donc ça fait partie des rêves qu'on a dans un coin de notre tête, quoi. Son rêve maintenant, ça va être de battre Metz Handball avec Toulon. Il n'y en aura pas d'autres. Oui, bien sûr, il faut démarrer par là. Et pour ce que tu dis pour le Final Four, si ça peut te rassurer, nous aussi les journalistes, quand on a un pied dans le MVM Dome et qu'on va s'installer pour voir des matchs là-bas, c'est le même sentiment. On transpire aussi. Et on compte sur Metz Handball chaque année pour y retourner, pour essayer de revivre ce truc-là. Donc, On veut le revivre différemment pour une fois. ouais, on aimerait bien le vivre avec des victoires. Et, on a eu une médaille de bronze déjà, Rémi, c'est déjà un petit... Vous savez ce que j'en pense de la médaille de bronze? Moi. Je sais ce que tu en penses. Après, on pense aussi pas mal de choses, la médaille de 4e, parce qu'elle a la médaille de 4e, mais celle-là, elle finit généralement très, très vite rangée dans les sacs et on la revoit plus, ensuite. On a parlé en tout début d'émission des échéances pour l'équipe de National 1, donc il y a cette ambition toujours d'être première malgré cette défaite contre Lutz en début de saison. Ça passe par une victoire aussi ce samedi contre Noisy-le-Grand. Comment ça se passe pour ce collectif-là? Parce qu'on sait qu'au-delà de ton cas particulier, vous êtes un ensemble de jeunes joueuses qui essayent d'apprendre, certaines plus jeunes, certaines un petit peu plus âgées, etc. Comment est-ce que vous trouvez un équilibre dans tout ça? Franchement, on essaye de former une vraie bonne équipe assez soudée et de travailler ensemble pour aller chercher le meilleur niveau, parce que forcément, avec Metz Handball, on a la chance de jouer des finales, chose que je ne dis pas que tous les clubs ont la chance de vivre ce genre d'expérience. Donc forcément, on essaye d'avoir ce rythme-là où on travaille énormément, beaucoup plus que les autres. On a tout ce qui est vidéo. C'est la marque Metz Handball. Vraiment, voilà. Et donc, au travers de ce travail-là, on essaie d'aller chercher les plus gros titres possibles, si je peux dire, à notre niveau. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a un modèle pour toi qui t'a guidé dans le handball? Tu t'es dit, je veux faire pareil ou je veux suivre un petit peu ces traces-là? Je dirais Chloé Valentini, Estelle Nzimiko aussi, j'étais très fan à l'époque. Et c'est des joueuses comme ça qui m'inspirent, avec Méline Nokandi forcément, parce qu'elle est guadeloupéenne comme moi. Et donc, de voir son parcours, forcément, c'est un parcours qui inspire. Elle est passée par Metz Handball aussi. Oui, bien sûr. Et donc... La Guadeloupe, elle a quand même donné de bons éléments à Metz Handball. Oui. C'est vrai que Depuis une bonne quinzaine d'années, Metz Handball... le Pointe-à-Pitre Metz, là, il marche bien. on prend. Hein. Il y a un avion direct J'aimerais bien. Il y a du talent. Non, c'est sûr. En tout cas, oui, Chloé Valentini que tu cites en premier, c'est le bingo, puisque tu as eu l'occasion de travailler un petit peu avec elle et d'apprendre d'elle directement. Ça doit faire quelque chose, non, quand on a une joueuse comme ça qu'on admire aussi et de travailler avec. Forcément, c'est l'une des meilleures joueuses du monde quand même, hein. On va pas se mentir. Et donc être à ses côtés, forcément, c'est impressionnant. Mais comme je l'ai dit, j'essaye toujours de
regarder un peu ce qu'elle fait et d'apprendre, surtout en regardant ou même en demandant des conseils si j'ai l'occasion, quoi. Du coup, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Nélia d'avoir été sur ce plateau pour ce numéro de Dragon Mag. Merci Rémi, merci Maxime également d'avoir partagé cette émission avec moi. Le prochain match de Metz Handball, il va falloir attendre un tout petit peu puisque ce sera la réception de Nice. Je vous le glisse comme ça, je vous l'annonce, ce sera diffusé sur Moselle TV. Ce match-là, on le fera. Donc on pourra retrouver aussi les Dragons sur notre antenne. D'ici là, il va falloir un petit peu être patient. La semaine prochaine, on aura quelques petites surprises à vous donner dans Dragon Mag parce que même si les joueuses ne sont pas sur les terrains, nous, on a aussi des contenus à proposer. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Merci de nous suivre à chaque fois. On se retrouve vendredi prochain. À bientôt.